Dans cette salle d'anatomie de la faculté de médecine, la vie et la mort se touchaient du bout des doigts, sur ceux d'une femme que je regardais soudain différemment. Et me revenait en tête la plus célèbre des lapalissades, celle qui reste à mon sens la plus grande sagesse jamais énoncée. 5 minutes avant de mourir, elle vivait encore. Dire cela, dans l'évidence d'un truisme, c'est reconnaître que jusqu'au dernier instant, même quand la mort est inévitable, la vie ne se laisse pas complètement confisquer. Elle s'impose encore à l'instant qui précède notre disparition et, jusqu'au bout, semble dire au morbide qu'il reste un moyen de coexister. Peut-être qu'en réalité cette cohabitation n'attend pas la mort pour s'installer. Tout au long de notre existence, sans que nous en ayons conscience, la vie et la mort se tiennent continuellement la main et dansent. Cette ronde m'est apparue dans un livre pendant ces mêmes années à la faculté de médecine. De façon troublante, j'étudiais, là encore, la main et sa biologie. Dans mes cours d'embryogénèse, où l'on apprend les étapes de la formation de la vie in utero, j'ai découvert que, comme bien des organes de notre corps, nos doigts se formaient par mort cellulaire. Notre main se développe d'abord sous la forme d'une palme, complète et sans espace entre ses extrémités, et c'est seulement plus tard que dans le processus normal d'évolution, les doigts s'individualisent et se séparent un à un par destruction des cellules qui les joignaient les uns aux autres. Pour le dire autrement, nos corps se sculptent par la mort des éléments qui le composent. Il en est ainsi de chaque extrémité digitale, mais aussi de bien des cavités dans notre organisme, cœur, intestin ou système nerveux. Ils ne remplissent leur fonction que parce qu'un vide en eux a été creusé. C'est la disparition d'une partie d'eux-mêmes qui permet l'action de ces organes. Nous devons donc la vie à la mort qui y a œuvré. Ce phénomène fascinant de mort au cœur de la vie a été notamment étudié par un chercheur et conteur hors pair, Jean-Claude Amessan, qui s'est passionné pour ce processus dit d'apoptose. Le nom de cette mort programmée dans nos corps vient du grec et signifie tomber d'en haut. Ce terme désigne aussi la saison de l'automne, qui voit les arbres perdre leurs feuilles. Ainsi vont les saisons de l'existence, les arbres et les hommes ne continuent à vivre que si la mort les visite. Le printemps ne vient que pour celui qui traverse l'apoptose et laisse la mort sculpter la possibilité de sa renaissance. Aujourd'hui, la cancérologie ne dit pas autre chose. Les cellules dont la vie s'emballe, celles qui refusent de mourir en gagnant une vitalité presque éternelle, deviennent tumorales. L'excès de vie nous condamne, et la mort inhibée nous est fatale. C'est quand la vie et la mort se tiennent la main que l'histoire peut continuer. J'ai étudié l'anatomie, la biologie et l'embryogénèse, mais je ne suis pas devenue médecin ni même chercheuse. J'ai finalement fait le choix d'accompagner les vivants autrement. Dans mon métier de rabbin, il me semble que tout ce que la biologie et les sciences de la vie m'ont enseigné trouve d'autres traductions, et ces savoirs du corps entrent en dialogue avec les récits que je porte. La biologie m'a appris combien la mort fait partie de nos vies. Mon métier de rabbin m'enseigne chaque jour qu'il nous est donné de faire que l'inverse soit tout aussi vrai. Dans la mort aussi, une place peut être laissée aux vivants. Il faut pour cela que nous puissions les raconter. Trouver les mots qui les préserveront plus puissamment que du formol. Chaque fois que j'officie au cimetière, j'essaie d'honorer cette place et de la faire grandir. Par la force des histoires qui laissent en nous des traces indélébiles, le prolongement des morts chez les vivants. Chaque fois que je vais au cimetière du Montparnasse, je me rends sur la tombe d'Elsa. L'endroit est facile à repérer, juste à côté d'une sorte d'arche métallique, tout près de l'allée latérale, comme le veut la tradition. J'y pose un caillou, et avec le temps, les petites pierres s'accumulent et racontent les années qui passent. Les Juifs n'ont pas l'habitude de fleurir les tombes, mais ils y placent ces petites pierres, si emblématiques. La plupart des gens en ignorent la signification. Il y a longtemps, lorsque les morts étaient enterrés sur le bord des routes ou dans les champs, il fallait à tout prix signaler la présence d'une sépulture à ceux qui voyageaient là, et plus particulièrement à une catégorie de la population qu'on appelle les Cohen. Ces membres de la famille sacerdotale ont, selon la loi biblique, interdiction de s'approcher d'un cadavre entrant en contact avec la mort les rendrait impurs et incapables de remplir leur fonction de prêtre au temple. Les pierres posées sur une tombe le signalaient donc à ces Cohen de passage qu'ils devaient s'éloigner du lieu. Avec le développement des cimetières clos, la tradition des cailloux a perduré, mais d'autres sens, plus symboliques, s'y sont greffés. Contrairement aux fleurs qui fanent,
Les cailloux restent et disent la force du souvenir. Ils racontent la place inaltérable qu'occupent les disparus dans la vie de ceux qui leur survivent. Et puis le caillou en hébreu porte un nom particulier, dont le signifiant caché a valeur de puissant symbole. Un caillou se dit ébène, et ce mot, une fois fendu, en révèle deux qu'il semble avoir fait fusionner, Ab et Ben, le parent et l'enfant. Poser un caillou sur une tombe, c'est déclarer à celui ou celle qui y repose que l'on s'inscrit dans son héritage, que l'on se place dans l'enchaînement des générations qui prolongent son histoire. La pierre dit la filiation, réelle ou fictive, mais toujours véritable. La disparition d'un être cher fait entrer ceux qui lui survivent dans un temps à part. Elle interrompt sa linéarité. André Malraux, dans une citation célèbre, affirmait que la tragédie de la mort est en ceci qu'elle transforme la vie en destin. La mort a certes ce pouvoir, grâce aux mots et aux rites. Elle crée un récit qui édifie une vie, à la manière d'un monument dont on poserait les fondations dans un dernier souffle. Cependant, contrairement à ce que suggère Malraux, il me semble qu'en ces moments sacrés, il n'est pas nécessaire de convoquer la tragédie. Il est possible de penser autrement l'édifice mémoriel qui commence à s'ériger sous nos yeux. Il existe bien d'autres façons de transformer une vie en destin. La mort est souvent une tragédie, en tout cas lorsqu'elle surgit dans un temps où, pour nos consciences, elle est inconcevable parce que l'heure n'est pas venue ou que la violence de l'arrachement anéantit tout sur son passage, mais il existe une façon de ne pas trop la laisser confisquer tout le récit d'une vie. Trop souvent, la disparition brutale kidnappe l'ensemble d'une existence qui ne doit pourtant pas se réduire à son dénouement. Ne jamais raconter la vie par sa fin, mais par tout ce qui, en elle, s'est cru sans fin. Savoir dire ce qui a été et aurait pu être, bien avant de dire ce qui ne sera plus. Je me suis souvent dit que je me souhaitais, comme à ceux que j'aime, qu'au jour de notre enterrement, nos vies puissent être racontées autrement que sous la forme d'une tragédie, qu'il nous soit donné d'être évoquées par le biais d'autres lexiques et d'autres registres, que nos vies puissent être aussi regardées comme un thriller, une série romantique, un conte mythologique, ou même une comédie populaire, pourvu qu'à nos enterrements, il nous soit permis de ne pas nous résumer à nos morts, et de faire sentir combien dans la vie nous avons été en vie.